Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une affaire assez sombre. Imaginez Lillehammer en Norvège. On est le 11 juillet 1973. Une soirée d'été a priori tranquille. Voilà. Et Ahmed Bouchiki, un serveur d'origine marocain, sort du cinéma. Il vient de voir le dernier Bruce Lee avec sa femme qui est enceinte. Une scène de vie tout à fait normale, presque banale. Presque. Mais cette normalité, elle va voler en éclats. Vraiment en quelques secondes. Oui, parce que ce qui arrive ensuite, c'est une horreur. Ahmed Bouchiki est abattu, froidement, 11 balles. 11 balles. Au début, on pourrait penser à un règlement de compte, quelque chose de crapuleux. Mais la réalité, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe. C'était pas un crime ordinaire. Pas du tout. C'était une opération planifiée, ciblée. Sauf que ils ont visé la mauvaise personne. Et notre but aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça, comprendre cette terreur tragique et le contexte explosif derrière. Espionnage, vengeance. Reprenons les faits ce soir-là. Le témoignage de sa femme est glaçant. Il rentre à pied, donc. Oui, Et là, des individus s'approchent, sans un mot. pas un mot. Ils ouvrent le feu, directement sur lui. Une violence incroyable, 11 coups de feu apparemment. Le dernier, à bout portant, dans la tête. C'est ça, une exécution. Froide, méthodique, et puis les tueurs s'enfuient. Des voitures les attendaient. Tout était prêt pour la fuite. Donc sur place, c'est la confusion totale, j'imagine. Ah oui, complète. La police norvégienne arrive, mais ils sont face à un mur. L'exécution est pro, mais il n'y a aucun mobile apparent. Et la victime, Ahmed Bouchiki, c'est qui pour eux? Justement, un serveur, sans histoire, inconnu des services, pas d'ennemis connus, rien. Rien qui puisse expliquer ça. L'opération semble parfaite, sans trace. Sauf que, il y a un détail. Exactement, le petit détail qui change tout. Un voisin, alerté par les coups de feu, il a le réflexe de noter la plaque d'immatriculation d'une des voitures qui démarre en trombe. Et ça, c'est la clé. C'est la clé, oui. La police norvégienne, elle est efficace. Ils réagissent très vite. La voiture est retrouvée, c'est une voiture de location. Et il remonte la piste. Ils remontent la piste jusqu'à l'aéroport, à Oslo, et là, ils interpellent plusieurs personnes. Des étrangers, avec des passeports britanniques, canadiens, d'autres scandinaves. Ils s'apprêtaient à partir. Les interrogatoires commencent. Et là, Et là, c'est la stupeur. C'est énorme. Les personnes arrêtées, ce ne sont pas des truands. Ce sont des agents. des agents secrets. Oui, des agents des services secrets israéliens, le Mossad. Une unité spéciale. À Lillehammer, Une petite ville norvégienne. précisément. Leur présence là-bas n'avait rien d'un hasard. Ils étaient en mission. Une mission d'assassinat. Mais l'erreur. Voilà. C'est là que tout bascule. Ils avouent. Ils se sont trompés de cible. Ahmed Bouchiki n'était pas leur homme. Une victime innocente, tuée par erreur. Des agents d'élite du Mossad qui commettent une erreur pareille. C'est difficile à imaginer. Mais alors, pourquoi ils étaient là? Qui ils cherchaient? Pour comprendre ça, il faut revenir un peu en arrière, pas très loin. Septembre 1972, Munich. les Jeux Olympiques. Exactement. Munich. L'attaque du groupe palestinien Septembre Noir. La prise d'otage des athlètes israéliens. Et le dénouement tragique. Oui, la tentative de sauvetage ratée. 11 athlètes israéliens tués. Un traumatisme national énorme pour Israël. Une blessure profonde, Et une colère. immense, La réponse du gouvernement de Golda Meir à l'époque, elle a été... implacable. C'est là qu'intervient le Mossad. Oui, Golda Meir autorise le Mossad à lancer une vaste opération secrète pour traquer et éliminer tous ceux qui sont considérés comme responsables, de près ou de loin, du massacre de Munich. On a parlé de l'opération Colère de Dieu. C'est ça, ou lié à Printemps de la jeunesse. L'objectif était clair, trouver les membres de Septembre Noir, les cadres de l'OLP impliqués, où qu'ils soient. Et les neutraliser. Et ça a commencé assez vite après Munich. Oui, dans les mois qui ont suivi, plusieurs personnalités palestiniennes ont été tuées. À Rome, à Paris, à Beyrouth. Welschweiter, Mahmoud Hamshari, et puis ce raid spectaculaire à Beyrouth où 3 leaders importants sont tués. Kamal Adwan, Kamal Nassar, Mohamed Youssef An-Najjar. Donc, l'équipe de Lillehammer faisait partie de cette opération de vengeance, en quelque sorte. Exactement, ils poursuivaient cette mission. Mais alors, qui était la cible ce soir-là, à Lillehammer? Qui ils croyaient avoir trouvé? L'homme qu'ils traquaient, c'était une cible de très haute importance pour Israël, Ali Hassan Salameh. Salamé, le nom me dit quelque chose.
Il était considéré comme le cerveau derrière l'opération de Munich. Un des chefs de Septembre Noir, très proche de Yasser Arafat aussi, il gérait sa sécurité. On le surnommait le Prince Rouge. Le Prince Rouge. Pourquoi? Apparemment à cause de son train de vie, de son influence. Mais c'était surtout une cible prioritaire et très, très difficile à attraper. Il était réputé pour sa prudence, sa capacité à disparaître, à échapper aux surveillances. Le localiser, c'était un vrai défi. Et c'est cet homme-là qu'il pensait avoir trouvé à Lillehammer. Le contraste avec Ahmed Bouchiki est saisissant. Total, absolument total. Ahmed Bouchiki, c'était un homme ordinaire, un serveur. Il avait quitté le Maroc, cherché une vie meilleure en Europe. Installé en Norvège. Oui, marié à une Norvégienne, Toril Larsen. Ils avaient déjà un enfant, ils en attendaient un deuxième. Une vie simple, quoi. Famille, travail. Aucun lien politique. Aucun lien connu, ni avec le conflit israélo-palestinien, ni avec aucune activité militante. Rien. Il était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et peut-être avec une vague ressemblance avec Salameh. C'est incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse, son frère, Jaloul Bouchiki. Ah oui, c'est assez fou comme détail. Des années plus tard, il deviendra célèbre en cofondant le groupe Chico and the Gypsies. Le monde est petit. Mais revenons à 1973. Ahmed, lui, n'était qu'un innocent. Absolument. Dont la vie a été brisée par cette erreur tragique. Mais comment une agence comme le Mossad, réputée pour son efficacité, ses méthodes, comment ont-ils pu faire une erreur aussi énorme? C'est la question à 1 million, hein. Plusieurs facteurs semblent avoir joué. D'abord, on parle d'une ressemblance physique. Une ressemblance? Entre Bouchiki et Salama. Oui, certains disent une coupe de cheveux similaire, une allure générale. Bon, c'est possible, mais ça semble quand même très léger comme base pour... Une opération d'élimination? Surtout sur une cible aussi importante que Salama. Il devait y avoir des protocoles de vérification, non? Normalement, oui. Et c'est là que d'autres éléments entrent sans doute en jeu. Le contexte de Lillehammer même, petite ville tranquille, la présence d'un homme d'apparence nord-africaine, c'était peut-être moins courant à l'époque. Donc il aurait pu attirer l'attention. Peut-être que pour une équipe déjà sous tension, très focalisée, il correspondait vaguement au profil de quelqu'un qui cherche la discrétion, loin des capitales. Et puis il y a la question du renseignement lui-même. Des infos erronées, Possiblement. des renseignements défectueux ou mal interprétés. Peut-être que le Mossad avait reçu des infos fausses ou imprécises sur la présence de Salamé en Scandinavie ou sur des projets d'attentats dans la région. Ça aurait pu créer un sentiment d'urgence, une pression énorme sur l'équipe. La pression. Traquer un type comme Salamé qui leur échappe tout le temps, ça a pu les pousser à brûler des étapes, à négliger les vérifications. C'est une hypothèse très sérieuse, oui. La traque durait depuis des mois. La frustration devait être immense. On raconte, même si ça n'a été confirmé que bien plus tard, que le chef de l'opération sur place, Qui était-ce? une figure du Mossad, Michael Harari, il aurait dit plus tard que Lillehammer, c'était sa plus grosse erreur professionnelle. Ah oui, quand même. Et la raison? Justement, un manque de vérification. Pas assez de recoupement pour être sûr à 100% de l'identité de l'homme qu'il suivait avant de passer à l'acte. Ça met en lumière le dilemme classique du renseignement. Exactement. L'équilibre entre agir vite, surtout si on pense la cible dangereuse, et l'absolue nécessité d'être certain, pour éviter ce genre de catastrophe. La chaîne de commandement, la validation de l'info, sous pression, quelque chose a dû céder. Et les conséquences immédiates, une fois que tout ça éclate? Pour les agents arrêtés, pour les relations entre la Norvège et Israël? Alors, en Norvège, l'affaire fait un bruit énorme, évidemment, sur la quinzaine d'agents qu'on pense impliqués à différents niveaux. Surveillance, logistique, exécution? C'est ça, 6 sont arrêtés, il y a un procès en 1974, 5 sont reconnus coupables d'homicide ou de complicité, ils prennent des peines allant d'1 an à 5 ans et demi de prison. Le 6e est acquitté pour l'homicide, mais condamné pour espionnage. Mais ils ont fait toute leur peine. Non, justement. La plupart sont libérés bien avant la fin, après 16, 22 mois pour les plus longues peines. Et ils rentrent en Israël. Et Israël, officiellement, quelle a été leur réaction? Face aux condamnations, à la mise en cause directe du Mossad? Pendant très très longtemps, le déni. Plus de 20 ans, l'État hébreu a nié toute implication officielle du gouvernement ou du Mossad. La posture classique du déni plausible, quoi. Mais les preuves étaient là. Elles étaient accablantes, grâce à l'enquête norvégienne. Et la Norvège n'a pas lâché. Malgré les pressions, ils ont tenu bon, exigé la vérité. Les relations diplomatiques entre Oslo et Tel Aviv en ont pris un sacré coup.
Grosse méfiance, tension pendant des années. Et finalement, Israël a fini par reconnaître d'une manière ou d'une autre. Oui, mais très tard, et de façon un peu alambiquée. C'est seulement en 1996, donc 23 ans après, certaines sources disent même 1999 pour l'accord final, Qu'est-ce qui s'est passé? le gouvernement israélien a accepté de verser une compensation financière. Une somme importante à la famille de Bouchiki, sa veuve Toril et leur fils. Mais sans reconnaître la responsabilité directe. Officiellement non. Ils ont présenté ça comme un geste humanitaire, une indemnisation pour homicide par erreur. Pas une reconnaissance formelle de la responsabilité de l'État. Mais bon, pour tout le monde et surtout pour la Norvège, c'était une admission implicite, claire. Ça a permis d'apaiser un peu les choses, j'imagine. En partie, oui, mais l'affaire Lillehammer, ça reste une cicatrice. Un symbole très fort des dérives possibles des opérations clandestines. Alors, si on essaye de synthétiser un peu les leçons de cette histoire, qu'est-ce qu'on retient, Eve? D'abord, c'est l'histoire d'une erreur humaine. Tragique. Une méprise née dans un contexte de violence, de vengeance post-Munich, mais qui a coûté la vie à un innocent total. Ça montre de façon brutale le coût des dommages collatéraux. Et ça montre aussi la faillibilité des services secrets, même les meilleurs. Exactement. Même le Mossad, réputé infaillible, peut se tromper lourdement. La pression, la qualité des infos, les biais cognitifs, l'excès de confiance, tout ça peut mener à la catastrophe. C'est un rappel que derrière la grande histoire, la géopolitique, il y a des vies humaines. Simplement. Et que la ligne entre justice et vengeance est parfois très très floue. D'ailleurs, la cible initiale, Ali Hassan Salamé, qu'est-ce qu'il est devenu? Le Mossad ne l'a pas oublié, lui. Après d'autres tentatives ratées, ils ont fini par le trouver et l'éliminer. C'était en janvier 1979 à Beyrouth. Comment? Une opération encore plus complexe, une voiture piégée, télécommandée. Salamé a été tué, mais aussi plusieurs de ses gardes du corps et des passants. Des civils innocents. Encore des victimes innocentes. Oui, une autre tragédie d'une certaine manière. Mais l'élimination de Salamé, bien sûr, ça n'efface rien du drame de Lillehammer. Non, bien sûr. Et c'est ça qui reste. Lillehammer, c'est un avertissement gravé dans les mémoires. Ça pose une question qui est toujours d'actualité. Peut-être même plus aujourd'hui avec nos technologies, nos méthodes. Laquelle? Comment on fait? Comment on s'assure, quand on poursuit des menaces réelles, que nos garde-fous, nos vérifications, notre éthique sont assez solides pour empêcher ce genre d'erreur tragique? Comment éviter que la recherche de sécurité ne crée ses propres victimes innocentes? C'est une question ouverte, je crois, et essentielle.